Yann Leonardi, c'est à mon sens un des youtubeurs les plus intelligents de la plateforme. Il a réussi à vulgariser des concepts marketing hyper complexes à un très grand public. Il a développé sa chaîne à toute vitesse pour atteindre déjà plus de 60 000 abonnés aujourd'hui. Cette interview remonte un petit peu en arrière, au moment où justement il avait analysé déjà la bifurcation qu'il avait donnée à son contenu qui a fait que sa chaîne a totalement explosé. Je vous laisse avec Yann, bonne écoute. J'avais bien conscience de ce qui pouvait marcher. C'est-à-dire voilà, prendre une étude de cas, genre je prends Norman et je dis et j'explique comment Norman est devenu millionnaire. Ok, ça je peux le faire et je peux potentiellement avec un travail de fréquence élevée et un truc assez qualitatif réussir à avoir des vues. Mais est-ce que moi c'est des vues qui m'intéressent? Alors, c'est ça le truc, c'est quoi l'audience cible en fait qu'on vise aussi? Bienvenue dans Les Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance et le grand bonheur d'accueillir Yann Leonardi. Salut Yann. Salut Sylvain. Alors, la petite présentation de rigueur. Donc Yann, tu parles de marketing et tu en parles même très très bien. Tu es spécialisé depuis de nombreuses années dans le growth marketing, autrement dit le marketing orienté croissance. Je ne sais pas si c'est une traduction exacte, mais tu nous en parleras un peu après. Et tu te lances sur YouTube fin 2018. Avec quelques vidéos pour tâter le terrain au début. Après, tu trouves très rapidement un format qui cartonne, qui génère régulièrement plusieurs dizaines de milliers de vues, grâce à une analyse d'entreprise à travers le schéma AARRR. Là, pareil, tu nous en parleras. Donc voilà, il y a beaucoup de termes complexes, beaucoup d'anglicismes dans ton langage, et tu vas nous expliquer tout ça, et surtout, on va parler de tes réussites sur YouTube. Venant d'un vrai expert en marketing de croissance, je pense qu'on va apprendre vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi, Yann. Eh ben, merci de m'accueillir, c'est sympa. Alors désolé pour nos voix un petit peu grésillantes aujourd'hui, ça vient pas des micros, on sort tous les deux d'une crève en ce moment, donc voilà, sans rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment a commencé ton aventure YouTube et d'où tu viens un petit peu avant aussi? Bah écoute, moi je viens plutôt du monde des startups au départ. Donc j'étais plutôt étranger à tout ce qui était YouTube Game. Et pour tout dire, en fait, on regardait un petit peu les acteurs de YouTube Game, enfin en ce qui nous concerne, c'est-à-dire tout ce qui est marketing et compagnie, comme des rigolos, pour être tout à fait honnête. Tout ce qui est infopreneur, et du coup ça décrédibilisait un petit peu le canal complètement. C'est-à-dire que moi pendant longtemps, j'ai un peu souffert de ça, c'est-à-dire que j'étais pris pour un rigolo quand je proposais des vidéos YouTube parce que c'était le canal YouTube. Ouais. Donc ça part vraiment d'un autre écosystème. Et du coup, voilà, moi mon truc c'était le marketing de façon générale. À l'époque on parlait plus de marketing digital, mais j'avais des spécialités sur la partie growth. Alors growth c'est la croissance comme tu l'as dit. Et en fait c'est un truc qui est vraiment très spécifique aux startups. C'est en très gros, je vous l'explique très rapidement. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, et quand on est 3-4 dans une équipe de start-up, eh ben, il faut un peu tout faire soi-même. Donc du coup, il y a des disciplines qui ont été inventées. Et le growth marketing, c'est un peu faire du marketing avec une vision transverse sur l'ensemble de l'expérience client. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste s'occuper de faire découvrir le produit, par exemple. On va s'occuper de savoir si les gens qui arrivent déjà sont bien dans la bonne audience cible, si ça leur plaît ce qui se passe après, si ils vont comprendre la valeur ajoutée du produit pour eux, s'ils vont rester, s'ils vont en parler autour d'eux, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de choix. Pour faire grossir une activité, on est obligé de maîtriser l'ensemble de l'expérience client. Donc cette façon de voir a été vachement facilitée par un modèle dont je parle très souvent, qui est donc le modèle AAR. Alors AAR, c'est un acronyme qui dit AARRR, qui est acquisition, activation, donc c'est quand les gens vont comprendre la valeur ajoutée d'un produit ou d'un service pour eux. Rétention, donc ils vont rester et revenir. Recommandation, ils vont en parler autour d'eux. Et revenu, c'est in fine comment on va gagner de l'argent. Et je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est un modèle qui s'applique finalement sur n'importe quelle activité, que ce soit une start-up, que ce soit un coiffeur, que ce soit une chaîne YouTube, un podcast, n'importe quoi. Et pour le coup, c'est vraiment essayer de comprendre au plus profond ce qui fait que quelqu'un va être attiré, va rester et va faire partie de la base des gens qui vont aider à la croissance de l'activité. Voilà, donc ça c'était
à la base on va dire ma petite spécialité qui dans le marketing digital. C'est-à-dire que le marketing digital, souvent, ça va être très lié à l'acquisition et ça peut s'arrêter là. Alors que du coup, moi, je prolonge un petit peu cette discipline pour avoir toute la vision transverse. Et donc, moi, c'est growth marketing. Mais pour être tout à fait honnête, quand je me lance au début sur YouTube, j'ai pas du tout l'appellation growth marketing. Parce que je sais pas du tout dans quelle direction je dois aller. Ok. Donc finalement, j'ai une approche assez large, c'est-à-dire que mon truc, ça s'appelle plutôt marketing digital, mais je sais pas trop dans quelle direction il faut aller et je sais pas ce qui va plaire, tu vois. D'accord. Juste, est-ce que je peux juste te couper sur pour reformuler un petit peu le schéma AARRR, parce qu'il est quand même vachement important dans ce que tu fais aujourd'hui sur YouTube. Ouais. Je vais le reformuler avec mes mots de béotien, on va dire, pour voir si c'est une bonne définition, pour que tout le monde arrive vraiment bien à suivre. Donc, quand on parle d'acquisition, c'est en fait la façon dont on va faire venir du monde vers sa marque, son entreprise ou ses produits ou ses services. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on va prendre le parallèle avec la chaîne YouTube. On en avait parlé dans le podcast qu'on avait enregistré sur ton podcast. L'acquisition sur YouTube, c'est comment on fait en sorte d'avoir des vidéos qui cartonnent et qui font qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui découvrent notre chaîne. Ça, c'est l'acquisition, en fait. Ouais, et ça peut être plein de canaux différents. C'est-à-dire que, de façon générale, tu peux payer de la pub. Oui. Ça va être un canal très classique. Tu peux faire du SEO ou tu peux faire donc du référencement ou distribuer des flyers dans la rue. Tu peux faire absolument, voilà. Ouais. Tout ce que tu peux faire pour faire découvrir ton produit. Ok. Donc là, ensuite, les gens connaissent ta marque, ton nom, ta chaîne YouTube. Et l'activation, c'est comment on fait en sorte que les gens s'impliquent dans les produits. C'est ça. Et soit qu'ils aillent chercher eux-mêmes des informations, soit qu'ils posent une question, soit qu'ils aillent regarder une autre vidéo sur notre chaîne YouTube, soit qu'ils se rendent dans un magasin. Enfin, c'est ça l'activation. La définition de l'activation, c'est comprendre la valeur ajoutée d'un service ou d'un produit pour nous. D'accord. Et en fait, ça peut être plus ou moins long. Ça dépend évidemment du produit dont on parle, mais si tu veux, pour te donner un très bon exemple, Facebook a déterminé que sa métrique d'activation, c'était avoir 7 amis en 10 jours. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que quelqu'un qui vient s'inscrire sur Facebook ait 7 amis avant 10 jours, parce que comme ça, ils ont estimé que c'était là qu'il y avait le plus de chances que la personne ait vraiment compris ce que Facebook pouvait lui apporter. Et s'ils n'ont pas réussi à lui faire avoir 7 amis, bah, ils estiment qu'il n'est pas activé, qu'il n'a pas compris. D'accord. Donc en fait, c'est ça, c'est que tu peux créer un compte sur Facebook et ça veut pas dire pour autant que pour eux t'es activé, parce que si tu crées un compte mais que t'as pas d'amis, bah probablement que tu vas jamais l'utiliser. Ouais, tu profites pas du service en fait. Ouais, tu comprends pas ce que ça peut t'apporter, quoi. D'accord. Donc ça dépend, c'est un indicateur qui change selon les entreprises et qui peut même changer dans le temps. Chaque entreprise va essayer de le voir un peu différemment. Exactement, c'est un indicateur que chaque entreprise doit définir, mais il y a des règles quand même qui vont revenir en fonction des types d'activités. C'est-à-dire qu'on prend la chaîne YouTube. Alors on en avait parlé, il y a plusieurs façons de le définir, mais on peut estimer que sur une chaîne YouTube, quelqu'un qui va être bluffé par une vidéo ou deux et qui va cliquer sur s'abonner, on peut considérer que ça peut être une métrique d'activation. Ou alors, ça pourrait être quelqu'un qui regarderait 3 vidéos de la même chaîne dans la même journée. Ouais. Tu vois, en fait, on la définit comme on veut, mais l'important c'est qu'on puisse la mesurer, et qu'on puisse dire bon bah voilà, si je peux la mesurer, je peux l'améliorer, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, juste pour faire une aparté là-dessus, mais là du coup, si vous voulez rentrer dans le détail, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode du podcast de Yann Leonardi, dans lequel je suis intervenu. On est rentré vraiment dans les détails, mais l'activation pour YouTube en tant que plateforme, parce que YouTube regarde ces indicateurs-là, et l'indice d'activation a changé ces derniers temps. Effectivement, pendant longtemps, c'était le bouton d'abonnement, et tout récemment, YouTube nous a dit que maintenant, l'indice d'activation, c'est le fait que la personne ait regardé plusieurs vidéos de votre chaîne dans le mois précédent. Et que juste le fait d'être abonné ne suffisait pas, entre guillemets, pour être activé. Ça pouvait très bien dire que vous avez juste aimé une vidéo, mais que vous n'allez pas regarder les suivantes. Donc finalement, le viewer n'est pas vraiment activé dans ce sens-là. Donc même la plateforme change un petit peu au fil du temps. Ouais, d'ailleurs, dans ces informations-là que tu donnais, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on comprend, c'est que en fait, tu peux activer quelqu'un sur ta chaîne YouTube,
et qu'après tu peux la perdre, oui. et que en fait il faudra la réactiver Oui. si tu l'as perdue. Donc c'est un truc encore plus compliqué, quoi. Ok, et ensuite le premier R, c'est rétention, c'est ça? C'est ça. Ok. La rétention, donc c'est que les gens restent en contact avec la marque ou avec le produit, ou alors qu'ils reviennent sur le produit. Enfin, encore une fois, ça dépend des types d'activités. Sur Facebook, pour reprendre notre exemple de Facebook, c'est simple, c'est quand les gens vont revenir utiliser le produit. Pour quelque chose comme un e-commerce, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils reviennent racheter. Ouais. Mais il peut y avoir d'autres moyens de rétention. C'est-à-dire que si on a une newsletter qui est hyper bien, hyper intéressante, on peut envisager qu'on va rester dans l'esprit de notre client parce qu'il va continuer à consulter notre newsletter dans le temps et que le jour où il aura besoin d'un produit, il reviendra acheter sur notre site. Donc dans ce cas-là, la newsletter est un levier de rétention. Ouais, on va trouver beaucoup tout ce qui est communauté, esprit de groupe, contenu communautaire, réseaux sociaux là-dedans, sur tout ce qui est en ligne, quoi. Oui, bah oui. Il y a des leviers facilitateurs. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer un sentiment de communauté et un engagement qui vient des gens, bah en fait, vous allez démultiplier tous les effets du modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est sympa, mais s'il n'y a pas d'engagement, s'il y a rien qui donne envie aux gens vraiment de poursuivre l'aventure, et ben ça va retomber à plat très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut trafiquer pour optimiser le modèle, mais le meilleur moteur, le meilleur carburant à ce moteur, ça va être l'engagement pour avoir la rétention sur le long terme, quoi. Ok. Et ensuite, le quatrième, enfin pas le quatrième lettre, mais le deuxième R, c'est revenu, c'est ça? Et c'est recommandations après, ou c'est l'inverse? Je sais plus. Alors c'est important ce que tu dis, parce que il n'y a pas d'ordre en fait. D'accord. C'est-à-dire que normalement dans le modèle c'est recommandation. Donc en parler autour de soi, faire du bouche à oreille, ou alors t'envoyer un code promo parrainage 10-10 pour que tu puisses commander sur Deliveroo. Ouais. Ça aussi, c'est de la recommandation. Et puis après, il y a le revenu, donc c'est l'argent qui rentre, d'une façon ou d'une autre. Okay. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout chronologique. C'est pas qu'on appelle un funnel, où les étapes vont se faire les unes après les autres. Bien que ça paraisse évidemment logique que c'est après l'acquisition qui va se passer l'activation, par exemple, on peut tout à fait envisager que très rapidement le referral peut se mettre en place, et que quelqu'un qui a une folle envie de partager des choses et de faire découvrir des nouveaux produits, il est même capable de faire du referral avant même d'avoir été activé. Ouais, referral, c'est recommandation, c'est ça? C'est ça, oui, pardon. Oui, le referral, c'est la recommandation. Et pareil, les revenus vont se placer un peu n'importe quand, et ils peuvent même, dans le temps, faire de la recommandation plusieurs fois. L'exemple très... Enfin, je sais pas si du coup je peux parler de Clubhouse, le réseau social. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pas encore mainstream, je pense que ça va le devenir, mais c'est pas encore complètement connu partout. Mais donc c'est un réseau social où dont on va dire la boucle de croissance se pose sur les invitations. Et pour le coup, les invitations, vous allez pouvoir en distribuer tout le long de votre expérience. Si ça dure des semaines, des mois, des années, vous n'allez jamais arrêter d'avoir des invitations, et vous serez récompensé par des invitations quand vous serez engagé avec le produit. Et donc, vous allez donc, dans le temps, continuer à faire de la recommandation. Donc c'est vraiment pas une étape qui se place entre le revenu et la rétention. C'est quelque chose qui, du coup, on comprend que ça se fait un peu à n'importe quel moment, et donc on n'est pas sur quelque chose de chronologique, quoi. Ouais, d'accord. Ok, mais c'est pas mal que tu redonnes un petit peu ces clés de lecture-là, parce que moi j'avais été voir une conférence sur le schéma AARRR, ou le framework comme tu l'appelles. Et c'était quand j'étais dans le milieu des startups, dans l'écosystème startup justement. Et la façon dont ça m'avait été présenté, c'était vraiment, il y a ces 5 étapes pour en gros faire en sorte qu'une entreprise fonctionne et génère du revenu à la fin. Et dans chacune des étapes, on a des outils qui permettent un peu de hacker le système, de faire énormément d'acquisitions, puis ensuite de faire en sorte que les gens reviennent, etc. Et c'était très cloisonné et très linéaire justement. Et j'avais trouvé ça, je trouvais que ça manquait beaucoup d'humain comme analyse et comme façon de présenter le truc. Et j'étais pas tout à fait raccord sur ces façons de faire en fait. Oui, alors en fait, moi c'est des techniques que... moi, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le framework R aussi, d'un point de vue plus growth hacking. Alors, c'est ça. Tu vas me dire, c'est quoi la différence, growth hacking
et growth marketing. Alors, il y a growth hacking, il y a la vraie définition, et il y a ce qu'on en a compris et la façon dont c'est utilisé le plus souvent, en France en tout cas. Le growth hacking, c'est hacker la croissance, donc c'est-à-dire qu'on va du coup avoir la vision transverse de l'expérience utilisateur et on va se dire bon, où est-ce qu'on peut améliorer des petites étapes. Donc par exemple, si on estime que la rétention est un peu basse, on va à rajouter par exemple des notifications ou alors des emails de relance, des trucs, tu vois. C'est-à-dire que ça va être des trucs mécaniques, des petits trucs, et très souvent le problème c'est qu'on va réduire le growth hacking à de l'acquisition. Alors que déjà à la base c'est censé être hacker la croissance, donc c'est-à-dire trouver des petites optimisations, des petites astuces, voire des trucs qui peuvent être plus ou moins légaux pour augmenter la croissance. Mais ça a été réduit de fait par les gens qui l'ont utilisé à l'acquisition, et du coup ça s'est contenté juste de scraper des listes, d'envoyer des emails non désirés, et finalement que ce soit efficace ou pas, un growth hack qui soit efficace ou pas efficace, en fait pour moi c'est pas quelque chose de viable sur le long terme en fait, de toute façon. C'est pas parce que vous allez réussir à optimiser mécaniquement une petite étape que vous allez avoir quelque chose de périn et de viable dans le temps au niveau d'une croissance organique en fait. Et ce que j'ai compris assez rapidement justement en faisant du growth hacking, c'était que ce qui était vraiment la clé d'une vraie croissance maîtrisée et qui va être viable dans le temps, c'est de vraiment avoir les bonnes bases. Ouais. Les bonnes bases qui reviennent à faire vraiment tout pour que la personne soit vraiment contente d'arriver, qu'elle soit vraiment activée, qu'on touche à ses émotions et qu'elle s'engage et qu'elle soit engagée parce qu'on a réussi à le toucher vraiment. Et c'est un peu, pour le coup ça fait partie un peu de mon positionnement, c'est-à-dire m'opposer à tous ceux qui utilisent les termes growth hacking et growth marketing pour parler d'autre chose que moi dans la façon dont je le présente. Et pour le coup ça va pas vous intéresser, c'est nuance. Par contre, ce qui va peut-être t'intéresser, c'est justement le fait que moi je l'utilise pour avoir un positionnement différent. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'il y a mes convictions et puis il y a le fait que je m'en sers justement pour me différencier des autres marketeurs. Et c'est une c'est un des axes que je développe de plus en plus, c'est la différenciation, c'est-à-dire que je vais essayer de m'opposer plus ou moins frontalement pour justement que ce soit bien clair que je suis différent sur le marché. Et c'est valable pour un marketeur, mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour une chaîne YouTube qui fait de la photo ou n'importe quoi. C'est-à-dire que voilà, il faut réussir à trouver des éléments de différenciation parce que c'est ça qui va faire que justement les gens vont s'engager. En fait, c'est une des clés du growth marketing. Ouais. C'est justement d'avoir des éléments de différenciation qui font que les gens ils vont trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs et qui vont être plus engagés. Ouais. Alors là, tu réponds à une des questions que j'allais te poser, qui était que en gros, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent experts en marketing de nos jours, et notamment sur YouTube, on en a parlé déjà. Et du coup, je me demandais comment tu faisais pour sortir du lot, et comment tu avais fait aussi rapidement pour que ta chaîne YouTube puisse percer dans un milieu qui, sur YouTube, est sursaturé de gens qui se disent experts, et notamment cet océan d'infopreneurs, de vendeurs de rêves, etc. C'est vraiment, ils parlent avec les mêmes termes que toi, en fait. Ouais. Ils parlent de hacking, de growth hacking, etc. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de savoir comment tu étais sorti du lot aussi rapidement et avec autant de crédibilité. Et là, tu m'as donné un petit peu une explication, finalement. C'est vraiment en prenant le contre-pied de ce que disent les autres, quoi. Si tu veux, je peux te refaire un peu l'historique. Volontiers, vas-y. Parce qu'en fait, au début, donc, quand j'arrive, je ne sais pas du tout... déjà, les premières vidéos que je fais, je suis vraiment pas très à l'aise, mais c'est pas un problème. Il suffit juste de le faire et après, ça passe. Mais au départ, au niveau des sujets et des formats, je ne sais pas du tout vers quoi aller. Donc, c'est-à-dire que je vais tester plein de sujets différents. J'aurais très bien pu, je sais pas, si j'avais trouvé une opportunité sur le SEO par exemple, j'aurais pu parler que du SEO. Hein. Ouais. C'était tout à fait possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment testé plein de sujets et pour le coup, je me suis rendu compte que il y a eu un moment, une vidéo qui a mieux marché que les autres. C'était la vidéo sur le slip français. C'est-à-dire que j'ai expliqué une stratégie de contenu réseaux sociaux et j'ai pris l'exemple de la marque Le Slip Français. Et cette vidéo a beaucoup mieux marché.
Et alors, bon, premier renseignement, je me dis, ah d'accord, en fait, il faut prendre des exemples. Alors, ça paraît évident aujourd'hui de dire ce genre de choses, mais moi, j'ai vraiment découvert de façon un peu neuneu. Donc, je me rends compte à ce moment-là qu'il faut prendre des exemples. Donc, je commence à faire des cas d'usage où je prends des exemples. Et du coup, je me retrouve du coup à faire des cas d'usage avec des exemples, mais avec cette importance de se différencier. Donc, se différencier, en fait, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que si on veut avoir une fréquence de publication élevée, ça va être dur d'avoir une qualité exceptionnelle. Donc, moi, je suis plutôt parti sur les fréquences assez basses pour pouvoir maintenir un niveau de qualité. Pour que quand quelqu'un regarde une vidéo, il se dise c'est mieux qualitativement que ce qui existe déjà. C'est la base. J'aurais très bien pu partir sur une stratégie de une vidéo par jour, mais dans ce cas-là, je pense pas que j'aurais réussi à faire quelque chose qui allait vraiment se différencier. Donc déjà, il y a vraiment une volonté de faire un effort considérable pour que ce soit vraiment mieux que ce qui peut exister sur les sujets. Après, donc il y a le sujet qui finalement va devenir de plus en plus évident qu'il n'existe pas sur YouTube, c'est le sujet growth marketing. C'est-à-dire que des gens qui parlent SEO, des gens qui parlent growth hacking, il y en a plein déjà. Par contre, qui parlent growth marketing et du coup qui vont pouvoir utiliser une de mes convictions, eh bien ça va être le growth marketing, où du coup je vais apporter donc ce modèle qui est effectivement pas très présent sur YouTube, et je vais pouvoir du coup donner un angle spécifique à mes études de cas en disant que mon angle transverse growth marketing modèle art est le bon angle. Donc c'est à dire qu'en fait je sous-entends que ceux qui le font pas comme ça sont à côté de la plaque. Donc c'est à dire que c'est un petit peu clivant, et c'est volontairement un peu clivant pour faire un pas de côté, pour me différencier. Et du coup c'est à dire que c'est des convictions que j'avais déjà, mais c'est en créant du contenu, et c'est ça qui est important, c'est que quand tu crées du contenu au début, tu sais pas dans quelle direction tu vas, mais c'est en écrivant des choses que tu vas commencer à formaliser tes idées. Et c'est moi, dans mes premiers mois, même ma première année où je tâtonnais, j'ai testé plein de formats, et j'ai testé plein de sujets, que j'ai finalement formalisé les meilleurs angles de mes convictions en fait. Et après, ça m'est apparu évident que du coup j'avais un angle qui était différenciant, que personne n'avait, et du coup j'ai essayé de maintenir un niveau de qualité très important pour essayer de maintenir cette différenciation. Et ce qui est assez compliqué, c'est que tu disais tout à l'heure que j'utilise un jargon assez incompréhensible, c'est vrai, mais c'est volontaire. En fait, encore une fois, c'est une balance, c'est-à-dire qu'au début, en fait, il y a un mec sur YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui est très connu, qui fait des études de cas aussi. Alors je l'ai découvert assez tardivement, et après je me suis inspiré de sa façon d'écrire, on pourra en reparler, mais c'est-à-dire que lui, il faisait des études de cas marketing en prenant des exemples. Et en fait, je me suis dit, s'il le fait déjà, je vois pas l'intérêt. Donc moi, j'avais vraiment tout intérêt à me placer au-dessus, au niveau expertise, on va dire, pour que, admettons, il y a des gens qui puissent être intéressés par ces vidéos pour un certain niveau de connaissance, tu vois, que ce soit plus ou moins mainstream ou pas, et que moi je sois du coup dans la catégorie au-dessus, et qu'on soit pas sur le même pas sur le même marché, sur les mêmes personnes. C'est-à-dire que du coup moi mon objectif c'est que lui puisse rester sur le mainstream avec les débutants, et que moi je puisse intéresser des gens qui sont un peu plus pointus. D'accord. Donc il y a vraiment pas mal d'éléments dans la réflexion qui vont rentrer en jeu, entre le test des formats, le test de est-ce que je fais exprès de mettre des barrières à l'entrée avec du jargon compliqué ou pas, est-ce que ça appuie mon positionnement, enfin c'est assez compliqué en fait. Ouais, super. Alors j'ai des tonnes de trucs à dire là. Je note plusieurs choses quand même du coup dans ta stratégie YouTube. Quand je regarde tes premières vidéos, il y en a il y a des sujets qui sont logiques quand on parle de marketing et qu'on retrouve sur n'importe quelle chaîne YouTube de marketing. Les 5 conseils marketing pour Instagram, la vérité sur le gros hacking, les clients dont vous ne voulez pas, c'est toutes des choses qu'on peut retrouver sur quasiment toutes les chaînes de marketing. Et ces vidéos-là sont logiques quand on démarre une chaîne de marketing parce qu'on a envie d'en parler. Et ce que je trouve intéressant, c'est que déjà,
très rapidement, comme tu le dis, tu as testé des tonnes de choses différentes. Et ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont beaucoup de mal à sortir en fait de leur idée première et qui se disent sur ma chaîne YouTube, je vais parler de marketing, quels sont tous les sujets? On a sujet A, B, C, D, et je vais faire que des itérations de ces sujets-là parce que je suis une autre chaîne qui a fait une vidéo qui marche très bien sur ce sujet. Je vais essayer de refaire ma version de cette vidéo-là et qui du coup s'enferment un peu là-dedans et 2 ans après, ils sont toujours à essayer de galérer sur toujours les mêmes sujets. Et toi, t'en es relativement vite sorti quand même, parce que t'en as fait une grosse dizaine de vidéos comme ça, et t'as su déjà saisir l'opportunité en te disant, tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur cette vidéo sur le slip français là? Comment ça se fait qu'elle a fait, alors là, elle a 23 000 vues aujourd'hui, comment ça se fait qu'elle a décollé à ce point-là par rapport aux autres? Et est-ce que j'ai pas un truc intéressant à creuser là-dedans? Donc déjà, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et ensuite, le deuxième point qui va amener à ma question, du coup, c'est est-ce que t'as pas eu peur à un moment de te dire si je vais commencer à parler avec un jargon compliqué et si en plus je vais assumer d'emblée dans toutes mes vidéos que je lis, je lis et j'analyse les stratégies des marques par le framework art, qui est un truc que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui peut faire peur même au premier abord. Est-ce que toi, tu t'es pas dit que c'était risqué et que finalement, tu allais te retrouver avec une toute petite communauté de gens qui connaissaient ça et que voilà, c'est quand même une grosse prise de risque de partir vers quelque chose de si spécialisé, non? Ouais, alors maintenant je pense que c'est effectivement une bonne chose, parce que justement ça me permet d'avoir un positionnement un peu plus expert, enfin voilà, entre guillemets. Mais sur le coup, effectivement, j'étais pas sûr, pour être honnête. Sur le coup, je me disais, je vais peut-être perdre les gens et plomber tout. Mais Ouais, mais t'as essayé pour savoir. Pour savoir, faut tester, quoi. en fait, j'avais bien conscience de la balance. C'est-à-dire que j'avais bien conscience de ce qui pouvait marcher. C'est-à-dire, voilà, prendre une étude de cas. Genre, je prends Norman et je dis, et j'explique comment Norman est devenu millionnaire. Ok. Ça, je peux le faire. Et je peux potentiellement, avec un travail de fréquence élevée et un truc assez qualitatif, réussir à avoir des vues. Mais est-ce que moi, c'est des vues qui m'intéressent? Alors, c'est ça le truc. C'est quoi l'audience cible en fait qu'on vise aussi? C'est le truc qu'on n'a pas évoqué, mais c'est-à-dire que moi, j'avais pas spécialement l'intention d'avoir des gens totalement étrangers au marketing qui découvriraient ça. Alors ça peut paraître difficile parce que c'est un peu finalement le but de toute chaîne YouTube, c'est d'essayer d'augmenter son audience, mais moi je pars vraiment des schémas marketing de base où je veux m'adresser qu'à mon audience cible. Mais sur YouTube, c'est pas comme ça que ça marche, ouais. Pour moi. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris sur YouTube, c'est que en fait il faut jouer le jeu de certaines choses pour jouer avec l'algo et uniquement pour que ton audience cible puisse voir ta vidéo. C'est-à-dire que en fait, tu pourras jamais maîtriser le fait que 100% de ton audience est dans ton audience cible. Par contre, si tu veux être sûr que le maximum de ton audience cible voit tes vidéos, tu es obligé de jouer le jeu et du coup, ça va déborder de ton audience cible, mais c'est pas grave. C'est ça que j'ai fini par comprendre, c'est que ça va déborder, c'est pas grave, mais au moins si tu fais ça, du coup, tu vas pouvoir toucher ton audience cible. Sinon, tu la toucheras même pas. Ça, c'est le premier point. Et donc je suis entre, je mets du jargon, quel niveau de jargon je mets, et je prends quel sujet, et est-ce que c'est des sujets mainstream qui vont toucher des gens? Et en fait, je suis sur une balance, donc, où je dois prendre un sujet accrocheur, sexy, mainstream, mais en utilisant du jargon, pour filtrer un minimum pour que ce soit pas Hugo Décrypte, quoi, ouais. En très gros. D'accord. Tu vois, et c'est-à-dire que moi, mon objectif n'est pas de faire une chaîne média. Mon objectif, c'est de faire une chaîne où je vais toucher mon audience cible. Donc, je dose entre ces deux paramètres, entre du jargon pour volontairement filtrer et que des gens ils se disent bon, c'est pas pour moi. Mais pas trop non plus pour pas que je perde des gens et que l'algo il se dise ça intéresse personne, quoi. Ouais, donc c'est super intéressant parce que si j'essaie de reformuler ce que tu as dit, en fait, si tu sors une vidéo hyper ciblée sur ta cible, YouTube va considérer que c'est une vidéo qui va peu marcher, elle va peu être mise en avant, parce qu'il va y avoir que ta communauté, justement ton cœur de communauté qui va aller la voir, et les autres personnes ne seront pas intéressées. Donc même une grande partie de tes abonnés ne se verront même pas suggérer la vidéo. Ouais. Alors que si tu prends un angle mainstream, justement, en traitant, quand je vois les sujets que tu as traités, il y a un créatif, il y a Red Bull, il y a je vois Joule, enfin voilà, il y en a plein comme ça.
Et en prenant un angle comme ça, tu sais que YouTube va faire en sorte que ta vidéo soit bien mise en avant. Toi, tu t'en fiches d'avoir 200 000 vues. Tout ce qui compte, c'est que les 15 000, 20 000 abonnés de ta chaîne, ceux qui justement sont dans ton cœur de cible, voient tous ta vidéo. Et je trouve ça super intéressant comme approche. Et même au-delà de mon audience cible. C'est-à-dire que je sais qu'il y a encore des gens dans mon audience cible que j'ai jamais touché. Bien sûr. Donc, et du coup, j'espère que ces vidéos vont me permettre de pouvoir les toucher, justement. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que tu parles beaucoup de ciblage, tu sais exactement quelle est ta cible, mais en fait, tu ne t'adresses à ta cible qu'à partir du moment où la vidéo a commencé. Tu t'adresses pas à ta cible dans la miniature et dans le titre. Quand je vois tes titres et tes miniatures, ça ressemble à du contenu mainstream, donc ça donne envie d'aller le voir. C'est plus proche de ce que va faire un créatif, par exemple, que d'une chaîne hyper spécialisée en marketing, tu vois. Et donc, du coup, ça intéresse une large audience. Et ensuite, comme le contenu est bon, tu peux te permettre, toi, de commencer à partir dans ton jargon un petit peu plus. Et même, je pense régulièrement, à convertir des nouvelles personnes à cette discipline. Et c'est là où la magie de YouTube peut opérer. C'est qu'en fait, tu vas petit à petit accréter des personnes qui étaient un peu intéressés de loin par le marketing et qui, à travers tes vidéos, vont commencer à s'y passionner et vont finir par vouloir faire ça ensuite, quoi. Ouais. Donc c'est top, c'est vraiment top. Ok, et alors la façon dont moi je décris ça quand je fais des coachings en particulier, c'est d'essayer d'aider le youtubeur ou le créateur de contenu à trouver son prisme. C'est ce que j'appelle le prisme, c'est-à-dire ce à travers quoi tu vas regarder le monde. Oui, ok. Et pour ça, toutes les chaînes d'analyse marchent bien. On avait parlé sur l'épisode de podcast qu'on avait enregistré sur ton podcast de Victor Ferry, qui lui a le prisme de la rhétorique. Et ses vidéos, c'est pas comment devenir un bon rhétoricien ou c'est pas comment avoir raison. Ses vidéos, c'est toujours des analyses d'événements politiques, médias qui se passent à travers le prisme de la rhétorique. Et toi, tu fais exactement la même recette quelque part, d'utiliser ton prisme growth marketing et art pour analyser des choses qui sont dans notre quotidien. Et ça, c'est une recette qui marche vraiment bien sur YouTube. Ouais, effectivement. Et tu as trouvé ton prisme et tu l'as affiné avec le temps. Et ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, le décalage entre le sujet et mon prisme peut parfois jouer aussi sur l'intérêt. C'est-à-dire que si j'explique pourquoi Joule est un growth marketer, c'est limite intriguant tellement c'est improbable comme sujet. C'est-à-dire que vraiment se maintenir sur son prisme, tu as tout à fait raison là-dessus, vraiment rester sur son prisme et expliquer la vie à travers son prisme, comment nous on voit les choses, est un angle qui est assez porteur effectivement et qui crée vraiment de l'adhérence sur le long terme, je pense. Oui, surtout que ensuite c'est des sujets sans fin parce que tu peux analyser 1 million d'entreprises si tu veux ou 1 million de créateurs de contenu et il y a toujours des nouvelles choses à apprendre par ce biais-là. Donc je trouve que c'est un très très bon format. C'est vraiment félicitations pour ça. Merci. Quelle est ta vidéo favorite sur ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est celle sur le slip français parce que c'est un peu là que tout a commencé ou bien il y en a une autre que tu préfères aujourd'hui? Alors tu sais, les chaînes, les vidéos préférées, c'est rarement celles qui ont le mieux marché. Ouais. En général, il y a des gens, ils ont un choix affectif parce que, par exemple, moi j'ai fait une vidéo sur NWA, donc qui est un vieux groupe de rap. Et quand je l'ai fait, je savais que ça ne marcherait pas. C'est ça qui est assez. Je pense que c'est le genre de réponse que tu dois avoir souvent. Mais en fait, on l'a fait parce qu'on avait envie de la faire, mais qu'en vrai, on savait très bien que ça ne marcherait pas parce que c'était pas du tout dans l'air du temps, que tout le monde s'en foutait. Mais voilà, c'est un truc qu'on avait envie de faire depuis longtemps parce que justement, on avait depuis très longtemps ce prisme sur ce sujet et qu'on avait envie de le faire, quoi. Voilà. Donc moi, c'est cette vidéo, c'est la vidéo qui explique un petit peu la naissance du gangsta rap. Et pourquoi on en est encore là aujourd'hui, pourquoi les rappeurs aujourd'hui font toujours semblant d'être des gangsters. Ça vient de là et ça s'explique de façon évidemment growth marketing. Ok, très bien. Comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui? Est-ce que tu communiques sur d'autres réseaux sociaux? Alors moi je sais un petit peu parce que je te suis un petit peu partout, mais voilà, comment tu fais pour justement avoir ta rétention au niveau de ta communauté et faire en sorte que les personnes restent attachées à ton contenu? Oui, alors du coup c'est un gros sujet pour moi parce que alors c'est facile à dire
Comme ça, une fois que tu as plusieurs briques à ton écosystème, on va dire, et quand tu lances une chaîne YouTube, c'est pas forcément évident de penser à tout ça. Mais en gros, c'est pareil, c'est dans une logique growth marketing, c'est-à-dire comment je vais m'assurer qu'un maximum de gens vont voir ma prochaine vidéo. Donc ça commence par dire, il faudrait que j'arrive à récupérer leur contact d'une manière ou d'une autre. Donc ça commence par une newsletter. Où du coup on va faire une première newsletter, on va dire inscrivez-vous et je vous envoie un email quand la vidéo est disponible, tu vois. Ça commence toujours par ça. Ouais. Et après on voit les taux d'ouverture, on voit que les gens ça les intéresse moyennement d'avoir juste un email pour faire coucou, c'est sorti. Donc on se dit tiens, comment je pourrais améliorer ma newsletter pour que ça leur donne envie de la lire. Et du coup on finit par l'agrémenter et moi maintenant j'ai une newsletter donc de curation sur le sujet growth marketing, et du coup je prends plein de contenus un peu partout et j'en fais une newsletter qui en soi est intéressante, donc qui devient limite un produit indépendant. Donc j'ai une chaîne YouTube, ouais. Et à la base ce qui était juste un relais de rétention est devenu un autre produit même d'appel, où des gens peuvent venir s'inscrire sur la newsletter sans jamais être au courant qu'il y a une chaîne YouTube. Bon, ils le sauront rapidement hein, évidemment parce que je vais en parler, mais ouais. Ça fait 2 briques dans un écosystème autour du growth marketing. Ouais, je me permets d'intervenir juste là, excuse-moi, parce que déjà ta newsletter elle est réellement excellente. J'en lis pas beaucoup des newsletters, hein, j'en ai vu passer beaucoup, mais très souvent je les mets à la poubelle. La tienne, je la lis à chaque fois parce qu'elle est vraiment excellente, même si je suis pas moi-même dans le growth marketing. Et là, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant sur les réseaux sociaux pour les youtubeurs. Alors peut-être que toi, ton but principal n'est pas forcément de développer ta chaîne YouTube, c'est peut-être une branche sur ton arbre, mais même pour les personnes dont le but principal c'est de développer leur chaîne YouTube, quand on se met sur un réseau social, faut aussi tester des choses et il faut aussi souvent, généralement, adopter les codes de ce réseau social pour créer du contenu spécifique sur ce réseau social. Et par exemple, dans tes newsletters, il y a plein de contenus qui ne sortiront jamais sur ta chaîne YouTube. Ouais. Ce sont des contenus dédiés à la newsletter qui intéressent des gens qui veulent recevoir des nouvelles dans leur boîte mail, qui sont pas les mêmes attentes que ce qu'on va avoir sur une vidéo YouTube, par exemple. Quand tu crées du contenu sur LinkedIn aussi, tu crées des choses vraiment très spécifiques là-bas. Et ça, c'est vraiment un petit conseil juste pour tout le monde. N'essayez pas déjà d'être sur tous les réseaux sociaux, c'est pas possible et ça sert pas forcément à grand chose. Par contre, si vous mettez sur un réseau social, donnez-lui une chance en créant du contenu spécialement pour ce réseau, pour justement développer une communauté parallèle sur ce réseau-là, plutôt que d'imaginer que tout le monde va vouloir venir sur votre chaîne YouTube un jour. Ouais, c'est ça. En fait, il faut faire du natif, hein, effectivement. Déjà parce que l'algorithme de chaque réseau social aussi, ça va pas lui plaire si vous essayez juste de faire du contenu qui est pas natif et de renvoyer vers quelque chose d'autre. Ouais, déjà. Vous avez tout intérêt effectivement à jouer le jeu des algorithmes comme vous jouez le jeu de l'algorithme de YouTube, quoi. Ouais. Et oui, il y a ça et faut vraiment essayer d'amener progressivement en partant d'une réflexion de comment je peux faire pour aller toucher les gens au-delà admettons, je fais le maximum sur YouTube, comment je peux utiliser et potentiellement d'autres canaux, d'autres réseaux, et effectivement, en évitant de se mettre sur tous les réseaux parce que machin le fait, donc je vais le faire. Non, en fait, il faut vraiment faire petite brique par petite brique et l'améliorer, c'est vraiment le meilleur moyen déjà de tester et puis de pouvoir faire les choses correctement et de ne pas avoir l'impression de s'étouffer et s'essouffler en faisant plein de trucs dans tous les sens et en disant s'il n'y a rien qui marche, quoi. Mais tu crées quand même beaucoup de contenu dans l'ensemble sur des différents réseaux. Est-ce que tu travailles en batch? Est-ce que tu massifies un peu la création de contenu du style tu vas écrire 4 newsletters en une matinée, tu vas préparer 3 vidéos d'affilée, comment tu fais? Alors j'aimerais faire ça. Mais malheureusement je ne le fais pas. En fait c'est le genre de truc que je fais pour mes clients et je fais pas pour moi évidemment. Ouais. Mais non. En fait d'ailleurs j'ai abandonné pas mal de réseaux, hein. J'ai abandonné Facebook, j'ai quasiment abandonné Instagram pour effectivement me concentrer sur certains trucs et malheureusement je suis plutôt en flux tendu. Ouais. Je suis pas du tout c'est-à-dire que j'ai vaguement l'idée du prochain podcast, de la prochaine vidéo YouTube et j'ai toujours quelques posts, on va dire, d'avance. J'en ai 2-3 d'avance si je veux parler sur LinkedIn par exemple.
Et j'ai une fréquence établie, c'est-à-dire que j'essaie de m'exprimer une fois par semaine sur LinkedIn, j'ai la newsletter, et après j'ai une chaîne YouTube où j'essaie de faire une vidéo par mois. Sur tes recommandations. Et donc j'ai un podcast aussi, et j'essaie de faire aussi un épisode par mois. Donc déjà, je trouve que je me disperse énormément, et pour le coup, ma stratégie de contenu est plus ou moins en flux tendu. D'accord. Donc ce que je déconseille de faire, mais c'est ce que je fais malheureusement. Et alors, il y a un sujet, je pensais pas qu'on l'aborderait aujourd'hui, mais tu me dis que tu as abandonné Facebook et quasiment abandonné Instagram. Est-ce que tu essaies quand même de temps en temps de mettre un petit truc ou de relayer un post LinkedIn sur ton Instagram ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'il y a un jour, tu as vraiment pris la décision claire et franche de dire je ne posterai plus rien sur ce réseau social parce que ça m'apporte pas assez, parce que ça se développe pas. Enfin, est-ce que tu arrives à séparer les choses comme ça? Je l'ai fait sur Facebook, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment sur Facebook, je ferai plus jamais rien là-dessus. Parce que le retour sur investissement était trop nul, quoi. Il y a ça, il y a même Twitter d'ailleurs. Avant, je faisais quand même l'effort de partager des trucs sur Twitter quand une vidéo sortait, des trucs comme ça. Mais en fait, quand je vois que ça a été vu 15 fois, je me dis mais ça sert à rien, quoi. Ouais. Et ça te prend quand même du temps, ça te prend une case dans ton cerveau aussi. En fait, c'est plutôt des cases dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est pas pour le temps que ça prend. Ouais. En toute honnêteté, je pourrais relayer, mais en fait, ce serait pas des bons contenus natifs, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que si c'est juste pour mettre un truc que tu as déjà mis ailleurs sur un autre réseau et le mettre sur Facebook, le mettre sur Twitter, le mettre sur Instagram comme ça, c'est pas du bon contenu natif, c'est pas ça qui va te faire jouer le jeu de l'algorithme de la plateforme, et ça va pas te faire décoller outre mesure. C'est-à-dire que tu as juste potentiellement quelqu'un qui te suivait uniquement sur cette plateforme-là, qui peut être au courant que ton truc est sorti uniquement via cette plateforme-là. Donc en gros, tu vas peut-être perdre une ou deux personnes qui ne te suivent pas à d'autres endroits. Mais par contre, la charge émotionnelle, alors, je ne sais pas si on peut dire charge émotionnelle, on va dire, tu disais ça te prend une case, effectivement c'est plutôt ça. C'est-à-dire que savoir qu'il faut que tu fasses un truc, il faut que tu ailles publier sur Instagram, il faut que tu ailles publier. Moi, je préfère faire plus que les choses qui sont vraiment efficaces, ouais. et ne pas perdre mon temps, même si c'est 5 minutes. C'est pas anodin, franchement. 5 minutes juste à reposter un truc, c'est toujours un investissement émotionnel quand tu postes un truc. Ouais. Parce qu'après, tu retournes vérifier. Tu espères toujours qu'il se passe passer un truc, tu retournes voir combien tu as eu de likes, de machin. Voilà, moi, effectivement, j'essaie de restreindre ça parce que j'essaie de rester sur les trucs qui sont les plus efficaces, quoi. Après, dès que j'aurai plus de ressources, j'y retournerai, mais pour le moment... Ok. Comment tu monétises tes vidéos aujourd'hui, et peut-être d'une façon plus large, parce que je pense que tu as une chaîne YouTube qui est associée à une entreprise derrière. Comment tu vis de tout ça et comment YouTube s'intègre dans le développement de ton entreprise aujourd'hui? En fait, évidemment, je monétise pas avec AdSense. Pourquoi évidemment? Alors, ça aurait pu, effectivement. C'est pareil, c'est pour le retour sur investissement. C'est-à-dire que là, ma plus grosse vidéo, je crois qu'elle doit avoir 140 000 vues, et quand je vois ce que ça m'aurait rapporté, par rapport à un autre truc que je mets en balance, c'est-à-dire que j'utilise des chansons qui ne sont pas libres de droit. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je préfère... en fait, le prix que ça m'aurait rapporté, enfin l'argent que ça m'aurait rapporté, ne vaut pas ma non-liberté sur les chansons non libres de droit. D'accord. Et de manière générale, je trouve ça trop négligeable comme revenu pour m'y intéresser. Donc j'ai décidé de garder ma liberté de mettre les chansons que je veux quand je veux sur les vidéos, et ne pas avoir cette monétisation AdSense. D'accord. Maintenant, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment l'objectif. L'objectif a toujours été de ramener les gens dans mon écosystème. Donc l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure, mon but c'est vraiment de tacler la thématique growth marketing. Et ce prisme que j'utilise pour regarder d'autres produits, artistes et compagnie sur YouTube, ça va être mon prisme sur tout mon écosystème en fait. Et moi, donc j'ai la newsletter, j'ai un podcast, et en fait je vais ramener des briques monétisables par la suite. C'est-à-dire que là, évidemment, je fais du coaching pour des entreprises. C'est ce que je faisais même avant que je lance la chaîne YouTube. Donc j'ai cette première brique monétisable, donc du coaching one-one. Voilà.
Et puis après, en fait, j'ai en tête des millions de façons de monétiser. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on crée une audience sur une thématique et que la monétisation va suivre naturellement. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer une audience qui est engagée et qui est intéressée par ce que vous faites, vous allez être du coup en théorie très proche de cette audience-là et vous allez du coup avoir pas mal de retours et comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin. Et une fois que vous avez donc cette relation, où vous comprenez de quoi ils ont besoin, c'est là où vous allez pouvoir identifier des briques monétisables. Et c'est pour ça qu'en termes de créateur de contenu, ça peut être intéressant d'avoir son plan en avance, mais ça me semble beaucoup plus cohérent de créer ces offres monétisables, on va dire, dans le temps, au fur et à mesure où on fait évoluer son audience cible. Parce qu'on arrive vraiment à identifier des besoins qui sont pas du tout taclés sur le marché. C'est-à-dire que pour parler pour moi, en fait, j'ai identifié un trou dans la raquette, en fait, clairement au sein de mon audience cible, qui est la partie branding. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui s'intéressent au growth marketing sont très au fait de tout ce qui se passe en termes d'optimisation mécanique. Donc l'outil qui va faire ci, l'outil qui va scraper ça, l'outil qui va envoyer des emails non désirés, machin, voilà, ok. Par contre, personne ne s'occupe du branding. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout complètement. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai, du coup, à force de creuser le sujet, identifié, et du coup, ma prochaine brique monétisable, ce sera une offre, un atelier où je vais faire venir, je sais pas moi, 20 personnes qui veulent travailler le branding de leur activité avec le prisme growth marketing. D'accord. Ouais, super intéressant. Il y a sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui ont une audience, qui ont créé un lien très fort, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent en faire derrière. Donc toi, tu dis que l'argent vient naturellement derrière, mais ça vient naturellement que si tu as un esprit business et que tu considères ta chaîne YouTube comme une entreprise au départ, en fait. Peut-être, ouais. Oui, peut-être qu'il y a peut-être un biais là-dessus, effectivement. Mais en général, quand même, quand on a une audience, il y a toujours un moyen. Alors peut-être qu'ils ont besoin juste d'un point de vue extérieur, ouais, pour débloquer des trucs, mais voilà, une audience qui est là sur un sujet, il y a toujours un truc dont ils ont besoin à un moment ou à un autre, un truc qu'on peut faire. Moi, je donne des exemples très simples sur une thématique. Par exemple, je pourrais tout à fait, et c'est valable pour la photo, c'est valable pour tout, je pourrais tout à fait vous dire, je fais une chaîne de photos, et je vais faire de la curation intensive de tous les appareils qui sortent. Je vais vous faire des analyses, je vais vous faire des études poussées, des comparatifs, tout ça, qui seront, par exemple, quelque chose que je vais donner contre un abonnement de 5 € par mois, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que du coup, tu pourrais avoir donc, ta chaîne YouTube où tu fais des vidéos sur la photo, et puis pour vraiment les gens qui veulent être au fait de toute l'actualité, mais admettons qu'on n'ont pas le temps de savoir ce qui se passe, tu pourrais leur dire, moi, je vais faire la curation pour vous de tout ce qui se passe, je vais vous faire ça bien dans un endroit bien rangé, je sais pas, est-ce que c'est une newsletter, est-ce que c'est un endroit, un SaaS où les gens peuvent se connecter, et en fait, ils payent un truc mensuel, et du coup, en fait, tu travailles pour eux, et tu vas faire de la curation et faire tout le travail qu'ils n'auraient pas le temps de faire, par exemple. Je dis ça pas par hasard parce que c'est un truc qui se fait beaucoup, les subscriptions, les business models en abonnement, et je connais plein de gens qui font ça sur plein de sujets. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, moi je vais faire la curation pour vous, donc c'est pas la peine de vous embêter, je vais vous faire gagner du temps, et donc vous me payez pour le temps que je vous fais gagner, et moi je reste au top de mon expertise et tout le monde est content. Ça, c'est un truc qui est... c'est un exemple parmi d'autres pour monétiser une audience comme, je pense, à peu près toutes les audiences, quoi. Ok. Oui, quelque chose que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est le même genre d'argument que j'utilise quand je vais voir des entreprises pour les aider à développer leur audience sur YouTube. Un des arguments que j'essaie de leur faire entendre, c'est que développer une chaîne YouTube pour son audience cible, et les entreprises généralement connaissent leur audience cible, c'est avant tout un très bon moyen de connaître son audience cible et de connaître leurs problématiques et de pouvoir mieux y répondre par la suite avec nos services ou nos produits. Et ça, c'est difficile. Souvent, les entreprises disent, je vais faire une chaîne YouTube, soit pour avoir de la notoriété, soit pour vendre plus. Ouais. Mais vendre plus de produits qui existent déjà, des trucs qu'on a déjà créés. Et
Bah, c'est la fameuse phrase, hein, alors je vais la dire en anglais, après je la traduirai en français, mais customers don't care about your products, they only care about their problems. Donc les clients s'en fichent complètement de vos produits, ils ne s'intéressent qu'à leurs problèmes. Ils veulent juste que vous les aidiez à résoudre leurs problèmes, en fait. Et pour moi, ça c'est très très vrai sur YouTube en particulier, parce que sur YouTube, on ne va pas payer pour que notre contenu soit en face des yeux des gens, comme ça peut être le cas même sur Facebook, on peut payer une pub ou à la télé. Ce sont les gens qui choisissent s'ils veulent venir voir le contenu ou pas. Donc si on s'intéresse pas un minimum à leurs problèmes, et ben les gens vont pas juste venir voir nos vidéos, et notamment c'est un travers qu'ont beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils vont juste parler d'eux et pas de parler de leurs clients ou de leurs prospects. Et voilà, moi je trouve que c'est presque la valeur principale que peut trouver une entreprise sur une chaîne YouTube, c'est de petit à petit apprendre à mieux connaître son audience et ses clients ou ses clients potentiels pour pouvoir mieux y répondre et même faire de la co-création de produits et ce genre de trucs. Et c'est hyper puissant comme outil en fait. Mais ça, il faudrait que pour ça, il soit dans une approche itérative, qu'il soit dans le bon état d'esprit dès le départ. Et ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que en fait, c'est des états d'esprit. Alors, j'utilise pas le terme mindset, hein, évidemment, mais c'est des états d'esprit qui sont quand même assez liés à l'écosystème startup à l'origine, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait tout ce truc Lean Startup, parler à ses clients, tout ça, faire évoluer le produit et tout ça. Et pareil, dans l'aspect un peu growth marketing, tu cherches vraiment à comprendre qu'est-ce qui va faire rester le client longtemps, comment tu touches aux émotions, et en fait tu comprends assez rapidement que c'est pas juste en mettant les uns sur les autres des arguments genre nous on fait ça de mieux que le concurrent, que en fait avoir un truc en plus que le concurrent, ça n'a aucun intérêt sur le long terme, parce que qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire à lui en fait? Est-ce que c'est une course en avant à chaque fois d'inventer une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau truc? En fait c'est pas comme ça qu'on se différencie. On ne se différencie pas du tout avec un argument supplémentaire, un truc en plus que la concurrence en fait. Ouais. Et en fait, quand on veut vraiment comprendre comment on pourrait toucher au mieux aux émotions des gens et quel serait le meilleur moyen de se différencier pour être unique et pour pouvoir vraiment les toucher, en fait, c'est en leur parlant et il n'y a pas le choix en fait. Et effectivement, les stratégies de contenu sont souvent des choses assez, on va dire, verticales, descendantes, où on a déjà établi nos personas, notre stratégie, machin, et on déroule une stratégie de contenu. Ok. Mais ça peut aussi être quelque chose qui va être itératif et qui va nous permettre d'apprendre des choses et identifier des besoins, identifier des choses qui vont nous permettre de servir encore mieux l'audience cible, effectivement. Ok, bon, je vois qu'on est bien raccord là-dessus, encore une fois. À quoi ressemble une journée d'Yann Leonardi ? Eh bien, ça se sépare entre création de contenu et client. C'est vraiment 50-50, hein, en gros. Hein. C'est pas très carré. C'est pas genre le matin je fais de la création de contenu et l'après-midi je fais des clients, c'est pas comme ça du tout. T'as pas des routines quoi? Non, il n'y a pas de routine, il y a des rendez-vous réguliers on va dire, mais sinon non, c'est au gré des besoins, c'est pas du tout carré, il y aura rien à apprendre de ce côté-là. Potentiellement sur la partie organisation, j'essaie de faire des OKR. C'est quoi des OKR? Les OKR c'est encore un anglicisme. Mais moi, je le connais pas ce mot-là. Les objectifs qui résultent. D'accord. C'est en gros quand tu vas dire, voilà, sur 3 mois, en gros, tu vas séparer ton année sur 4 périodes, 4 trimestres, et tu vas te faire donc des objectifs pour les 3 premiers mois. Et en fait, c'est, encore une fois, moi je l'utilise pour ma vie personnelle comme pour le travail. Tu définis donc tes objectifs. Admettons que tu dises je voudrais atteindre 15 000 abonnés sur YouTube sur le premier trimestre 2021. Bon, c'est ton objectif. Ok. Et après, en fait, tu vas mettre des key results. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire qui irait dans le sens de ces 15 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et en fait, ça vient aussi de certains aspects growth marketing qui sont de ne pas mélanger on va dire les métriques input et les métriques output. Donc les métriques input, c'est encore des anglicismes. Les métriques input, c'est ce sur quoi tu peux influer, ouais, pour avoir un output, pour avoir
une métrique de sortie. Ouais. C'est-à-dire que si je te dis, vas-y, objectif 15 000 abonnés, ça veut rien dire, tu vois. On maîtrise pas les nombres d'abonnés. Exactement, ça c'est l'output, les 15 000 abonnés. Alors que si tu te dis, je veux sortir 4 vidéos par semaine pendant 3 mois, ça tu peux maîtriser. Ça c'est les inputs, exactement. Ouais. Et en fait, c'est se faire donc des objectifs, et ces objectifs donc vont avoir plusieurs qui résultent, donc tu peux avoir plusieurs objectifs. Donc moi, évidemment, comme je mélange vie privée et vie professionnelle, je vais avoir des objectifs complètement n'importe quoi qui sont en rapport avec faire des travaux, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, dormir plus, faire du sport. Et ouais, voilà, des trucs comme ça, exactement. Ça peut être genre perdre 3 kilos, enfin ça veut rien dire, c'est utilisable pour tout. Ouais. Et du coup, tu te donnes des objectifs sur 3 mois, et tu as donc les inputs qui sont en rapport à ce que tu peux vraiment actionner, et que tu vas mettre dans tes to-do hebdomadaires, tu vois. Ouais. Et à la fin de tes 3 mois, tu fais le bilan. Alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas ? Est-ce que c'est la faute de qui ? Est-ce que c'est la faute de est-ce que c'est la faute de mes inputs ? Est-ce que c'est la faute de l'objectif qui était trop décalé avec les inputs ? Voilà. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. Mais sinon, au jour le jour, à part une to-do hebdo, ça va pas plus loin. D'accord. Ouais, super intéressant cette méthode-là. J'aimerais bien me l'imposer. Je l'avais utilisé quand j'avais créé la formation, l'accélérateur, parce que c'était une grosse tâche. Et le problème, c'est que moi, je me perds dans la multitude de petites tâches, parce que mon cerveau aime bien finir des tâches. Et donc, je vais tout de suite aller systématiquement à tout ce qui se fait le plus vite possible. Ouais. Et donc, à ne faire que des micro-tâches dans ta journée, tu n'arrives jamais à te mettre à des gros projets. Et du coup, en tout cas, c'est mon cas. Et j'avais utilisé cette méthode-là, effectivement, en me donnant un objectif de il faut qu'à telle date la formation soit finie, il faut qu'à telle date elle soit sortie. Pour qu'à telle date elle soit finie, tu découpes. Il faut qu'à telle date j'ai fait le premier chapitre, à telle date j'ai fait le deuxième, il faut qu'à telle date j'ai tourné mes vidéos, etc. Et effectivement, tu découpes tout en micro-tâches. Et du coup, ça devient un truc que tu peux faire au quotidien, parce que tu dis, bon, je fais cette micro-tâche et je sais que j'ai fait un petit pas de plus vers cette grosse tâche finalement qui prend plusieurs mois. Et voilà, j'avais bien aimé cette méthode-là. Et c'est vrai que j'essaie de me la réimposer de temps en temps, notamment en début d'année. Tu sais, c'est le truc en début d'année, c'est peut-être de donner des objectifs. Mais c'est pas facile. Et j'avais, jusqu'à présent, je me mettais des objectifs que tu appelles output, les objectifs non maîtrisables. Et je trouve qu'il y a un côté frustrant là-dedans. Et maintenant, je pense plutôt me donner des objectifs maîtrisables et dire quelque part, voilà, voilà ce que je veux accomplir. On verra les résultats derrière. Je sais que ça ira dans le bon sens, mais je vais pas me donner des objectifs de résultats parce que je maîtrise pas les résultats. Mais c'est valable en management aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, je manage personne. Ouais. Et j'ai pas spécialement envie de le faire, mais je sais que potentiellement ça pourrait être quelque chose que tu aurais besoin. C'est-à-dire que en vrai, les OKR, tu les donnes aussi aux gens avec lesquels tu vas travailler, pour que tout le monde soit aligné avec la mission et qu'ils sachent sur quelle métrique ils travaillent. Et l'erreur très souvent, c'est que les gens, ils vont donner à leurs collègues ou leurs employés, ils vont donner des outputs. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout actionnable. Du coup, les gens, ils peuvent pas atteindre les objectifs, tu vois. Et c'est un truc qui marche très bien, les OKR. D'ailleurs, je pense qu'à la base, c'était pour ça que ça a été inventé. C'était pour faire du management, en fait. D'accord. Ouais, très bien. Oui, ça, je note, je prends bonne note parce que ça va me servir très prochainement. C'est un truc, ça a été, c'était utilisé dans Google, c'était inventé dans Google en tout premier lieu. Hein. Ouais, ça va, ils savent de quoi ils parlent alors. Si je me rappelle bien. Ouais, je pense qu'on peut leur faire confiance. Quel conseil t'aurais aimé recevoir quand t'as démarré ta chaîne YouTube au tout début, un truc qui t'aurait aidé ? Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire ? Tu peux expliquer un peu plus ? C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. C'est assez facile à dire, hein. Je sais que quand tu es devant ta caméra et que tu fais ta première vidéo, c'est autre chose, mais personne ne t'attend. Personne ne t'attend et c'est pas personne t'attend et ils seront bien surpris. Non, c'est personne t'attend et ils en ont rien à foutre, mais complètement. Et en fait, c'est même dramatique. C'est-à-dire que t'imagines pas à quel point les gens ont rien à foutre de ce que tu vas faire. Donc il n'y a vraiment aucun complexe à avoir. Faut vraiment y aller et faire n'importe quoi, parce que le jour où il commence à y avoir des gens qui admettons, qui commencent à trouver ça scandaleux ce que tu fais, bah, ça sera déjà une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont regardé, tu vois. Ça sera déjà pas mal. Donc je pense que ça libère pas mal de choses au début. De pas d'imaginer que
quand tu vas poster ta vidéo, bah, il va rien se passer en fait. Ouais, donc tu dis ça de façon plutôt optimiste en fait. C'est pas assez déprimant parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, personne va aller voir vos vidéos et votre opinion n'a aucun intérêt. Non, c'est rassurant. C'est plutôt mais lâchez-vous, Ouais. faites-vous plaisir, testez des trucs différents en permanence. Tu dirais que c'est toujours le cas aujourd'hui sur ta chaîne, maintenant que tu as une communauté, que tu as du monde qui attend tes vidéos? Tu dirais que c'est toujours le cas ou bien tu commences à avoir de la pression? Alors non, justement, en fait, avec le temps, ça s'équilibre, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir un tout petit peu de gens qui suivent et qui pourraient te mettre la pression, en fait, tu gagnes en confiance en parallèle. Donc il n'y a pas de problème, non. Ça s'équilibre plutôt, enfin pour moi en tout cas, ça s'équilibre plutôt bien. Mais à mon niveau, pour être honnête, 10 000 abonnés ou zéro, bon, c'est pas non plus une différence extraordinaire, hein. En fait, j'essaie de garder cette philosophie de façon générale. Je peux la dire pour quand tu commences une chaîne, parce que c'est évident, c'est la vérité, mais même à mon niveau, en vrai, que je fasse un truc ou que je le fasse pas, Ouais. en fait, on s'en fout un peu aussi. Donc c'est peut-être parce que avec le temps, je sais pas, j'ai essayé de développer ça comme état d'esprit, mais ouais, en vrai, en vrai du vrai, ça a que très peu d'impact. Et si tu déclenches quelque chose d'extraordinaire, que les gens deviennent fous, qui sont scandalisés ou alors qui trouvent ça génial, voilà, ça restera temporaire en plus de toute façon. Donc moi je suis pour le travail sur le long terme, sur acquérir des gens rigoureusement et qui sachent pourquoi ils sont là et qu'ils rentrent dans un système et qu'après voilà, ils rentrent dans un écosystème et qu'il y ait d'autres contenus et que je les travaille sur le long terme, mais en fait en one shot il va rien se passer de plus, hein. C'est-à-dire que émotionnellement recevoir des messages pour dire qui disent c'est génial, c'est super, d'accord, ça fait des boosts de dopamine, mais tant que ton truc n'est pas complètement saturé de messages, c'est comme s'il n'y avait rien, hein, en vrai, hein. Intéressant, c'est pas le genre de conseil qu'on a souvent sur le podcast, mais je pense que c'est un très très bon conseil effectivement qui permet de se déstresser un peu et de pas se mettre trop la pression. Donc je prends bonne note. Merci beaucoup Yann. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Et je pense en particulier déjà le lien et le nom de ton podcast, je mettrai le lien en description. On peut même mettre le lien direct vers l'épisode qu'on avait tourné ensemble, ça permet de faire une bonne introduction à ton podcast. Et puis où est-ce qu'on peut te retrouver ensuite? Sur YouTube, la newsletter, etc. Oui, alors la chaîne YouTube Yann Leonardi, évidemment. Le podcast c'est Art appliqué. Donc j'ai reçu Sylvain Lepoutre pour parler algorithme YouTube. Je vous conseille d'écouter le podcast, il est hyper intéressant. La chaîne, le podcast, la newsletter, c'est La Grosse Semaine, sur lequel vous pouvez retrouver donc de la curation de contenus qui ne sont pas de moi, mais auxquels je donne mon avis éclairé, on va dire, ou carrément subjectif et scandaleux. Et on peut s'inscrire à la newsletter sur mon site yannleonardi.com. D'accord. Donc je vais juste épeler. Donc Leonardi, c'est Leonardi. Ouais. Art appliqué, c'est AARRR appliqué. Et la grosse semaine, c'est ça? C'est ça. La grosse semaine, c'est growth, comme la croissance, GROWTH. Exactement. Voilà, comme ça, vous avez tout. Écoute, encore un grand merci à toi, Yann. Merci de m'avoir reçu. J'ai hâte qu'on continue à échanger à plein d'autres occasions parce que je trouve qu'on a plein de choses intéressantes à se dire et à chaque fois, ça fait naître plein de trucs dans mon cerveau, donc c'est parfait. Avec grand plaisir. Donc voilà, encore un grand merci à toi, merci à tous les auditeurs et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview d'un créateur YouTube. Salut! Merci beaucoup, ciao.